Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Arnaud Lanuc, spécialiste du cinéma hongkongais. Tu vis à Hong Kong où tu es correspondant local pour l'Écran Fantastique. Tu es auteur de la monographie Police versus Syndicat du Crime, les polars et films de triade dans le cinéma de Hong Kong aux éditions GOP, ainsi que Choyark, la théorie du chaos, qui n'est pas encore sorti mais dont un extrait est disponible dans l'édition collector de Time and Tide éditée chez Carlotta. Et depuis peu, tu as une chaîne YouTube, La Maison du Cinéma Asiatique, sur laquelle tu parles de films asiatiques méconnus. Merci d'avoir accepté mon invitation. Arnaud, comment vas-tu? Ça va. La situation à Hong Kong est un peu compliquée, mais à titre personnel, je m'en sors plutôt bien. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu quel est ton parcours, comment devient-on un spécialiste de cinéma hongkongais? Alors en fait, moi, le virus m'a pris à partir du milieu des années 1990. Il y a eu trois éléments qui se sont combinés pour ça. D'abord, je suis entré dans ma période cinéphile. J'ai commencé à découvrir d'autres cinématographies, autres que les films américains ou les films français. Donc je me suis ouvert à tout un tas de genres et de pays. À côté de ça, je me suis également intéressé aux arts martiaux. En l'occurrence, je me suis mis à pratiquer du taekwondo. Et j'ai voulu donc découvrir ce qu'il y avait également en termes de films d'arts martiaux. Et je me souviens encore que j'avais été voir en salle, alors ça ne va pas nous rajeunir, mais c'était en 1995. J'avais été voir l'adaptation cinématographique de Mortal Kombat, réalisée par Paul Anderson. Et j'avais trouvé ça assez sympa. Je continue à le trouver sympa d'ailleurs, je pense que c'est son meilleur film. Mais je me suis dit, tiens, ce serait quand même intéressant de voir ce que ceux qui ont inventé les arts martiaux ont fait en termes de cinéma d'arts martiaux. Et donc j'ai commencé à faire quelques recherches sur le sujet et intervient le troisième facteur qui était la collection HK Vidéo. La collection HK Vidéo avait commencé peut-être sous un an, quelque chose comme ça. C'était assez récent. Et j'étais tombé dessus à la Fnac, si mes souvenirs sont bons. J'étais tombé sur le rayon de HK Vidéo. Et j'avais acheté Les Arts Martiaux de Shaolin, réalisé par Lau Kar-leung avec Jet Li. Et j'avais trouvé ça sympa et j'ai commencé à mettre le doigt dans l'engrenage, à acheter toujours plus de nouveaux films. Alors il y a eu après les DVD, les VCD qui ont permis de voir des films sans trop investir d'argent là-dedans. Et j'ai élargi les genres, j'ai commencé à regarder des comédies, j'ai commencé à regarder des drames et je me suis retrouvé à écrire. Et ça a été un processus graduel qui m'a toujours fait pousser de plus en plus dans cette voie. En 2002, j'ai été à Hong Kong pour la première fois et j'ai beaucoup, enfin, je suis tombé amoureux de la ville, hein, on peut le dire. Et à partir de là, j'ai continué à faire toujours de plus en plus et à m'investir par rapport à ça. C'est amusant parce que j'ai l'impression que HK Vidéo a lancé beaucoup de passion pour le cinéma asiatique en France. Oui, je pense qu'ils ont beaucoup contribué, hein. Je crois qu'en fait, je fais partie de la troisième génération de fans de cinéma de Hong Kong. La première, ça a dû être avec les Bruce Lee, l'apparition de Bruce Lee et les films d'arts martiaux qui sont sortis par la suite. La deuxième, ça doit être aux alentours de Jackie Chan, John Woo dans les années 80. Et la troisième, ça a été quand il y a eu un peu la mode du cinéma asiatique fin des années 90, début 2000. Et je pense que HK Vidéo a participé à cet engouement. Et il y avait également il y avait la collection HK Vidéo, il y avait le magazine HK Magazine qui était quand même et qui est encore une référence dans le domaine. Et tu avais également quand même d'autres magazines qui contribuaient également. Il y avait chez Mad Movies, chez Impact, il y avait des articles assez réguliers là-dessus qui en fait étaient souvent écrits par des gens comme Julien Carbon, qui écrivait également pour HK Magazine, donc ça a participé à une dynamique générale. Et ouais, donc HK Vidéo, ça a quand même grandement contribué, parce qu'avant c'était quand même considéré comme des films de vidéoclub un peu vulgaires, on va dire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle importance a et a pu avoir le cinéma hongkongais à l'échelle internationale, et plus particulièrement le polar? Alors en fait, avant les années 1970, le cinéma de Hong Kong à l'échelle mondiale, il n'existait pas. Je ne pense que personne n'était vraiment au courant de son existence, sorti de la zone, la sphère d'influence classique de Hong Kong et du cinéma asiatique, donc du côté de Taïwan, tout ça. Mais pour les Européens, pour les Occidentaux de manière générale, je pense que le cinéma de Hong Kong était une non-entité. C'est vraiment avec l'apparition de Bruce Lee qu'il a été mis sur la carte du cinéma mondial. Et à partir de là, grâce à Bruce Lee et grâce à tout un tas de réalisateurs et d'acteurs qui l'ont suivi après, il a fait découvrir en fait un genre qui est celui des films d'arts martiaux. Et ce genre
a commencé à influencer d'autres cinématographies à travers le monde, comme par exemple L'Homme au pistolet d'or, le James Bond avec Roger Moore, qui a commencé à intégrer des séquences d'arts martiaux et tout un tas d'autres films. Et ça a été un processus graduel qui a continué jusqu'à, je dirais, fin des années 90, début 2000, où le cinéma américain et le cinéma européen a vraiment commencé à digérer ce que faisait le cinéma d'action hongkongais et à l'intégrer dans son propre répertoire. Ça n'a pas été forcément un processus facile, parce qu'il y a un certain nombre de manières de faire à Hong Kong qui ne sont pas forcément les mêmes en Occident, mais ça s'est fait graduellement. Donc c'est des films comme Matrix, c'est des films comme John Wick à l'heure actuelle, qui sont tous influencés, qui sont tous les enfants de cette longue tradition hongkongaise. Sorti du côté action, arts martiaux, l'influence du cinéma de Hong Kong elle est plus diffuse, mais elle est quand même importante. Déjà dans le fait que ça a joué un rôle pour faire connaître la ville. Et je pense que s'il n'y avait pas eu autant de films hongkongais populaires, il n'y aurait pas eu autant de tournages de films étrangers qui sont faits à Hong Kong. Hong Kong est connu maintenant comme une ville de cinéma, c'est grâce à ça, et c'est une ville très cinématographique. C'est parce que les cinéastes hongkongais l'ont fait connaître dans un premier temps. Et à côté de ça, il y a également, ça a eu un gros, ce qu'on appelle un soft power, une grosse influence en fait, dans le fait de faire découvrir la culture chinoise à travers le monde. Il n'y aurait pas eu des films comme Tigre et Dragon s'il n'y avait pas eu avant des films comme Zoo, des films comme The Blade, comme les Swordsman. Tout ça a participé d'une longue maturation qui a été possible grâce à la diffusion du cinéma de Hong Kong. En ce qui concerne le polar proprement dit, alors là c'est un peu plus compliqué. Le versant action du polar a eu une influence sur les films américains et sur certains films européens. Il y a un exemple qui est bien connu, par exemple, c'est pour Police Story, la fameuse cascade de fin de course-poursuite avec le bus, avec les deux cascadeurs qui tombent du bus. Elle a été reprise par Sylvester Stallone dans Tango et Cash, par exemple. De même, je pense que Luc Besson a probablement été pas mal influencé par un certain nombre de films d'action hongkongais quand il a fait sa série des Taxis. D'ailleurs, après, il a fait appel à Corey Yun et à Jet Li pour faire un certain nombre de productions typées un peu hongkongaises, mais version internationalisée, version occidentalisée. Et après, il y a eu également d'autres réalisateurs qui s'en sont influencés, comme Quentin Tarantino avec Reservoir Dogs. C'est bien connu que c'est partiellement inspiré par le City on Fire de Ringo Lam. Récemment, il y a eu Departed de Scorsese qui a repris Infernal Affairs. Donc en fait, le polar hongkongais, ça sert un peu de caisse à idées pour les cinéastes à travers le monde. Ils vont piocher certaines idées, certains trucs sympas qu'ils vont prendre et ils vont le refaire à leur sauce. Il faut être honnête, c'est quelque chose que les cinéastes hongkongais ont également beaucoup fait. Ils ont beaucoup repris d'idées venant des polars européens, des polars américains. Donc c'est une influence circulaire assez classique et assez normale. Par rapport aux thèmes proprement dit, les thèmes du polar hongkongais, là c'est un peu plus compliqué. Je pense que ça n'a pas forcément influencé beaucoup. Tout simplement parce que les thèmes sont vraiment trop imbriqués dans la culture locale. Le thème de la fraternité, comme c'est le cas dans les films de John Woo, c'est des thèmes qui ne parlent pas forcément de la même façon au public occidental, donc ils ne peuvent pas être répliqués exactement de la même façon. Il y a eu quelques tentatives, il y avait eu le Replacement Killer de Fuqua par exemple, mais c'est sous influence et c'est en général beaucoup moins réussi que les modèles affichés. De même, dans mon livre, j'argue du fait que le personnage de l'undercover, le personnage du flic infiltré, est vraiment la représentation, ce que le cinéma de polar hongkongais a donné de mieux, et ça correspond en fait au fait que l'identité hongkongaise est une identité confuse. Il y a toujours une difficulté à savoir ce que c'est que d'être hongkongais. Est-ce que c'est être chinois? Est-ce que c'est être britannique? Est-ce que c'est être encore autre chose?
Et ça se reflète dans ce type de personnage. Et c'est pour ça qu'ils sont capables vraiment de donner le meilleur de ce type de thème. Mais il n'y a pas forcément ce type de confusion identitaire dans la culture américaine, dans la culture française. Donc ça se retrouve finalement beaucoup moins. Donc en ce qui concerne le polar, c'est vraiment essentiellement sur le côté action et quelques idées diffuses par-ci par-là. Quels sont les changements majeurs qu'on a pu voir dans l'industrie cinématographique hongkongaise après la rétrocession? Alors en fait, l'industrie hongkongaise est en déclin depuis le milieu des années 90, donc un petit peu avant la rétrocession. La rétrocession est un facteur qui a contribué à ce déclin, mais il y en a d'autres en réalité. Mais je vais pas tous les lister. Mais en tout cas, ça a contribué effectivement au déclin du cinéma de Hong Kong, au déclin graduel. Le gros changement qui a eu lieu à Hong Kong et dans l'industrie, il a eu lieu en 2004 avec la signature d'un accord avec la Chine. Alors il va falloir que j'explique un petit peu. En fait, malgré la rétrocession, les films hongkongais n'étaient pas considérés comme des films chinois. Or, la Chine, elle a un système de quotas qui fait qu'il y a un nombre très limité de films étrangers qui peuvent être présentés en Chine. Donc les films hongkongais, jusqu'à 2004, étaient considérés comme des films étrangers et donc soumis à ce quota et donc avec très peu d'accès au marché continental. Or, vu que le cinéma de Hong Kong perdait des parts de marché à travers le monde et également à Hong Kong même, la plupart des producteurs, la plupart des cinéastes tablaient sur le marché continental pour essayer de renaître, pour essayer de continuer à prospérer. Et donc, en 2004, il y a finalement eu un accord qui a été passé entre le gouvernement de Hong Kong et le gouvernement de Chine continentale qui permet, sous certaines conditions, de faire des coproductions donc en Hong Kong et la Chine, qui, à partir du moment où elles ont été validées, leur donnent accès, comme des films locaux, au cinéma. Donc à partir de là, de facto, ça a créé une espèce de double entité. Donc le cinéma hongkongais s'est séparé entre d'un côté le cinéma de coproduction avec la Chine, dans lequel il y a le plus d'argent, dans lequel il y a les vétérans de l'industrie, donc les Tsui Hark, les Andrew Lo, les Wong Kar-wai récemment, tout ça donc se sont embringués là-dedans. Et par contre, le gros problème que ça génère, c'est qu'ils sont soumis, au goût du public continental, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux du public hongkongais, c'est peu de le dire, et surtout à la censure du gouvernement chinois, qui a tout un tas de restrictions. Par exemple, en théorie, on ne peut pas faire de films fantastiques en Chine, parce que c'est considéré comme des superstitions. Il y a tout un tas de restrictions comme ça. Évidemment, on ne peut pas critiquer le gouvernement en place ou les officiels. Ils sont très regardants sur la représentation des gangsters. Normalement, on n'est pas censé pouvoir faire de films de gangsters en Chine puisqu'il n'y a pas de crime en Chine. Donc il y a tout un tas de règles comme ça qui évidemment font que ces coproductions, ce sont plus des films chinois du continent que des films hongkongais, même s'ils sont réalisés par des gens aussi prestigieux qu'un Tsui Hark ou d'autres. Et donc ça, c'est le versant coproduction. Et il y a un autre versant, les productions qui sont vraiment locales, donc qui ne misent pas sur la Chine, mais ça veut dire que leur public est très réduit, leurs capacités de vente à l'étranger sont également très réduites. Donc ils ont des tout petits budgets et par conséquent, ils ne peuvent œuvrer que dans le côté drame social, comédie, donc des genres à petit budget par définition. Et donc d'un côté, le côté coproduction financièrement marche puisque le public chinois s'est développé, il y a de plus en plus de chaînes de cinéma, il y a de plus en plus de gens qui vont au cinéma en Chine. Donc de ce point de vue-là, ça marche, mais à côté de ça, ce qu'on appellerait les productions vraiment hongkongaises, celles avec une liberté de ton quasi totale, elles ont de plus en plus de difficultés à s'en sortir. Donc malheureusement, le futur pour le cinéma de Hong Kong tel qu'on l'aime, tel qu'on l'a connu, est assez gris. Quel regard ont les vétérans du cinéma hongkongais sur l'état de l'industrie actuellement? Alors la plupart des vétérans sont évidemment très tristes de l'état un peu déliquescent de l'industrie.
Récemment, il y a eu des cinéastes comme Derek Yee, le réalisateur de Protégé ou de One Night in Bangkok, Soi Chung, réalisateur des récents Monkey King, qui avant avait fait Dog by Dog. Donc ils se sont exprimés là-dessus et ils ont dit qu'effectivement, la situation actuelle était très triste, qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités de s'en sortir en dehors des coproductions et que c'était vraiment très difficile. Il y a également eu récemment, c'était l'année dernière je crois, Sammo Hung qui s'était prononcé là-dessus et qui évidemment était consterné par l'état en matière de films d'action. Après, ils comprennent également que ça tient à des évolutions culturelles, des évolutions économiques, des évolutions politiques. Donc ils savent pourquoi, mais évidemment ils en sont attristés. Après, il faut prendre en compte l'évolution personnelle de la carrière de chacun. Par exemple, quelqu'un comme Jackie Chan, il a une position très pro-Pékin. Maintenant, il est basé en Chine. Les films qu'il fait sont des films chinois, même si techniquement ce sont considérés comme des productions. Et donc, lui, il n'a plus vraiment d'intérêt par rapport à Hong Kong. Donc, si on parle avec lui, je pense, si on n'en parle pas de manière publique, il va certainement dire que c'est très triste la situation du film des cinémas de Hong Kong, mais en soi, il est passé à autre chose. Lui, maintenant, il est en Chine. Donc, si on est vraiment très intégré dans l'industrie cinématographique chinoise, Hong Kong, c'est derrière soi et c'est plus leur problème, quoi. Après, il y a aussi le fait que c'est très difficile quand on travaille en Chine, quand on fait donc des coproductions ou des productions complètement chinoises, de se prononcer de manière sincère par rapport à ce qui se passe à Hong Kong. Hong Kong est considéré comme un sujet politique sensible, tout particulièrement déjà depuis 2014 et encore plus évidemment depuis l'année dernière et toutes les protestations, ce qui fait que beaucoup de cinéastes hongkongais préfèrent ne pas dire ouvertement ce qu'ils pensent de la situation actuelle à Hong Kong parce que leurs déclarations pourraient être utilisées contre eux par le gouvernement, par des nationalistes en Chine, et qu'ils pourraient se retrouver à être bannis du marché de la Chine continentale et donc mettre quasiment un coup d'arrêt à leur carrière. Donc ils évitent d'en parler de manière trop ouverte. Et à côté de ça, il y a également un certain nombre de personnes qui, eux, essayent d'améliorer la situation à Hong Kong. Alors certains le font pas forcément par choix, ils le font par nécessité. C'est le cas par exemple d'Anthony Wong. Anthony Wong, qui était donc dans Infernal Affairs, Untold Story, enfin qui je pense est assez connu maintenant. Lui, il ne peut pas accéder au marché chinois parce qu'il s'est prononcé contre le gouvernement hongkongais, le gouvernement hongkongais choisi par la Chine, contre le gouvernement chinois donc, et en faveur de la démocratie à Hong Kong. Donc il ne peut plus, ses films ne peuvent plus être distribués en Chine. Et donc, de facto, il est obligé de travailler, d'essayer de trouver des opportunités de travail à Hong Kong ou ailleurs dans la zone asiatique. Et il y en a d'autres également qui le font par choix. Par exemple, il y a le réalisateur Derek Chiu, qui lui a fait quelques coproductions en Chine, mais qui n'a pas aimé les conditions de travail et les restrictions auxquelles il était soumis, et qui est revenu à Hong Kong. Et il a réalisé un film il y a maintenant 2 ans, je crois, Number One Chongqing Street, qui parlait des émeutes qui avaient eu lieu en 1967 à Hong Kong et qui faisait un parallèle entre ces émeutes qui étaient des émeutes pro-communistes avec la révolution des parapluies qui a eu lieu en 2014. Et donc ça, c'est le genre de parallèle que, évidemment, le gouvernement chinois n'est pas très fan. Et donc il l'a fait à Hong Kong avec un budget réduit, clairement pour un public hongkongais. Et il y a encore un troisième cas de figure, un troisième type de personnalité qui essaye d'améliorer la situation du cinéma de Hong Kong. Et l'exemple que je peux donner, c'est Louis Koo. Donc Louis Koo, qui est un acteur qui est dans quasiment tous les films hongkongais, lui, il est à cheval. Donc il évite de se prononcer sur les questions politiques. Il est encore relativement populaire en Chine continentale, donc il apparaît dans pas mal de coproductions. Et avec l'argent qu'il se fait grâce à ces coproductions chinoises, il en réinvestit une bonne partie à Hong Kong. Pour le moment, a priori, de ce que je comprends, à perte, mais en tout cas, il essaye.
donc c'est plutôt louable. Mais voilà, donc la situation est assez compliquée pour Hong Kong, et c'est vraiment basé sur les orientations politiques des personnalités. Euh, Justement, à propos de Jackie Chan, j'ai cru comprendre que sa prise de position pro-Chine lors des manifestations à Hong Kong l'année dernière avait énormément déçu ses fans. Ouais, alors ça fait déjà en fait plusieurs années qu'il fait des déclarations en faveur de la Chine. Ça va peut-être en étonner certains, mais à Hong Kong maintenant, Jackie Chan il est détesté, hein, à peu de choses près. Il est considéré quasiment comme un traître. Moi, j'avais été voir en salle Kung Fu Yoga qui était sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, j'ai un petit doute. Et j'avais été assez surpris, non pas si surpris, de constater que la salle était à un tiers pleine et 80% du public c'était des gens de plus de 60 ans, quoi. C'est étonnant car dans son autobiographie sortie en France l'année dernière, il semble dire que toute sa vie il s'est senti rattaché à la Chine. Ouais, alors cette partie-là, effectivement, je pense que c'était un petit peu de manière à montrer sa loyauté envers le système, mais je pense pas que c'était le cas, hein, parce que quand on reprend des films, son film le plus politique, c'est le Marin des mers de Chine numéro 2, dans lequel il y avait donc des émissaires Qing qui essayaient d'attraper des révolutionnaires à Hong Kong, et lui, il se prononçait clairement comme quoi il allait faire respecter l'ordre, et il fallait pas que la politique intervienne comme ça. Enfin, il se montrait dans une position relativement neutre par rapport à la politique. Mais ça, c'était le Jackie Chan des années 80. Le Jackie Chan des années 2000-2010, il s'est positionné clairement en faveur de la Chine. Alors après, c'est toujours difficile de savoir s'il se positionne de manière opportuniste pour ainsi se garantir l'accès à ce marché gigantesque, ou bien s'il le pense réellement. Je sais par exemple, moi je connais certaines personnes ici dans l'industrie qui ont fait des déclarations pro-Chine, mais qui en réalité ne le pensent pas, qui détestent le gouvernement chinois en réalité, mais de manière à se garantir la possibilité de travailler en Chine, ils font des déclarations pro-Chine parce qu'on n'a pas le choix. Après, je pense que malheureusement, Jackie Chan, il a l'air assez sincère, hein, dans ses déclarations, donc je ne suis pas certain qu'il le fasse par opportunisme. Il a l'air d'apprécier. Bon, après, c'est encore un sujet très compliqué. Il y a des raisons parfois objectives, hein, dans le fait d'apprécier la situation chinoise actuelle. Il y a eu quand même un certain nombre d'améliorations qui ont été faites, mais c'est un sujet compliqué, et moi étant basé à Hong Kong et aimant par définition en premier lieu le cinéma hongkongais tel qu'il a été durant son âge d'or, évidemment je suis assez triste de cette évolution. Avec les récents événements, que ce soit la crise sanitaire liée au coronavirus ou les tensions politiques, comment envisages-tu l'avenir du cinéma hongkongais ? Je suis assez pessimiste, pour être honnête, sur le futur du cinéma hongkongais. À l'heure actuelle, il y a 2 scénarios possibles en fait. Le premier, c'est qu'il y a quand même des talents qui existent à Hong Kong. Il y a des talents anciens, mais il y a aussi des talents nouveaux. Il y a tout un tas de jeunes réalisateurs qui sont apparus depuis, disons, 4-5 années. Alors, vu que les talents sont là, ils pourraient, en théorie, profiter des interdictions en Chine continentale pour faire des œuvres qui soient justement contraires à ce qui se fait en Chine continentale. Donc, traiter de sujets plus violents, traiter de sujets plus sexuels, de traiter plus orientés sur le fantastique, ou bien sur des idées politiques qui sont de toute façon impossibles à faire en Chine. Donc s'ils sont capables de profiter des interdictions en Chine et affirmer leur propre identité, et ainsi parvenir à reconquérir le public hongkongais, parce que maintenant le public hongkongais, pour l'essentiel, il va voir plutôt des films américains, hein. Donc si réussissent ces 2 critères, potentiellement, le cinéma de Hong Kong pourrait retrouver, peut-être pas un âge d'or, mais au moins une situation un peu plus prospère. Bon, ça, c'est le scénario optimiste. Et l'autre scénario, c'est que le cinéma hongkongais continue sur sa lancée actuelle, que les budgets se réduisent de plus en plus, que les talents vieillissent de plus en plus, et qu'ils se retrouvent réduits à faire quelques comédies de temps en temps, une poignée de premiers films subventionnés par le gouvernement et une poignée de films de festival.
Malheureusement, l'article 23 qui va être imposé à Hong Kong, qui est un article anti-sédition, anti-trahison, mais qui a priori, va être utilisé pour réprimer toute forme de contestation politique, cet article me laisse à penser que ça ne va pas aider le cinéma de Hong Kong à affirmer son identité et qu'il va se retrouver à être un cinéma résiduel en fait. J'ai l'impression que depuis une quinzaine d'années, le cinéma de Chine continentale commence à prendre de plus en plus de poids dans le paysage cinématographique international, principalement avec des drames sociaux comme les films de Diazanka par exemple. Mais en fait, le cinéma de Chine continentale, il a une certaine tradition de films, on va dire, d'auteurs de films sociaux. Et il a toujours été très bon, en fait, dans ce domaine. Après, le problème qu'il a, c'est que depuis 2012, depuis l'arrivée de Xi Jinping, la censure continentale, en fait, avant ça, la censure avait tendance à un petit peu relâcher la pression et à autoriser de plus en plus de sujets. Elle se relâchait lentement mais graduellement. Et depuis 2012, c'est l'inverse en fait. La censure est de plus en plus difficile à contourner, à pousser dans ses recoins. Elle a tendance à restreindre de plus en plus ses sujets. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des réalisateurs chinois du continent qui continuent à faire des films d'auteurs très réussis, mais je pense que avec le gouvernement chinois actuel, ça va aller en se réduisant. Il va au contraire y avoir plus de gros blockbusters orientés films de costumes par rapport aux films de sabre, films de costumes, ce genre de choses. Et des comédies mais à gros budget, quoi. Donc moi je suis pas... C'est-à-dire que la Chine continentale a tout le talent qu'il faut, tout le potentiel pour s'imposer comme un mastodonte au niveau mondial, au niveau cinématographique mondial. Ils ont un tas de talents, ils ont des ressources, ils ont des paysages fabuleux. Vraiment, ils pourraient tout à fait s'imposer dans le domaine, mais pour ça, il faut que les talents puissent s'exprimer. Et à l'heure actuelle, et malheureusement pour les quelques années à venir, à mon avis, ça n'est pas encore le cas. Donc il y a malgré tout des bons films qui continuent à être faits en Chine continentale, mais c'est presque des exceptions par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau politique. On peut aussi observer depuis une quinzaine d'années une tendance chez les blockbusters américains à respecter des règles de la censure chinoise pour pouvoir s'exporter en Chine. Oui, ils ont tout un tas de conditions, effectivement. Oui, parce que je pense qu'avec la crise du Covid, on a bien vu. Je veux dire, le marché chinois est tellement énorme, il y a tellement de possibilités que tout le monde est prêt à se plier. Enfin, tout le monde. Beaucoup sont prêts à se plier aux desiderata imposés par la Chine pour pouvoir en bénéficier. Mais on voit que ça crée aussi ça crée tout un tas de problèmes parce que le système de gouvernance chinois est quand même très très perfectible, si on veut être poli. Et les critères qu'ils imposent n'aident pas forcément à la création artistique. Et ça se ressent également dans les films américains. Alors peut-être que suite à la crise du Covid et la continuation des problèmes politiques qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, ça va se découpler également, mais c'est tentant, c'est très séduisant, un marché de plus d'1 milliard 200 millions de personnes, c'est difficile d'y résister. C'est amusant quand même de voir que malgré cette guerre froide qui se profile entre les deux superpuissances, il continue d'y avoir un échange culturel, que la Chine laisse le soft power américain s'étendre sur leur territoire, avec des films comme ceux du MCU qui en plus font beaucoup d'entrées sur le territoire chinois, il me semble. Oui, les Marvel marchent très très bien en Chine, les Star Wars un peu moins. Mais oui, ils sont capables de faire des chiffres très importants. Mais c'est aussi en partie dû au fait qu'il y a ce système de quotas, en fait. Donc, les Chinois n'ont pas forcément la possibilité de voir beaucoup de films américains. Donc, quand ceux qui sortent, c'est les plus gros, c'est les plus attendus. Et donc, ça permet de faire des gros chiffres. Mais le parti n'est pas forcément très très fan de cette popularité des films américains et il essaye de placer ses propres billes, mais c'est difficile. Il y a tout un tas d'interactions en fait parfois il y a des effets désirés, des effets indésirables qui se créent. Enfin,
c'est un peu la théorie des dominos. À partir du moment où ce type de censure, ce type de contrôle est mis, il va y avoir des stratégies de résistance, il va y avoir des influences sur les États-Unis, mais qui vont après avoir des contre-réactions. Enfin, c'est assez fascinant de voir effectivement ce type d'évolution avoir lieu. On parlait du marché chinois, des films américains au marché chinois, mais il y a des films à gros budget américain qui ont été sauvés d'ailleurs par le marché chinois. Je pense notamment au très bon Pacific Rim, je crois, qui était un échec commercial. Ah oui, tout à fait. De mémoire, il y avait Warcraft aussi qui avait très bien marché en Chine alors qu'il s'était planté ailleurs. Un peu moins bon, Warcraft. Avant qu'on se sépare, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ton prochain livre et pourquoi avoir choisi Treyarch comme sujet? Alors, il y a d'abord une raison d'ordre très pratique, tout simplement parce que quand je m'y suis attelé, c'était en début 2017, et donc j'étais à la toute fin dans la dernière ligne droite pour la publication de Police versus Syndicat du crime. Et donc je me suis dit, vu que ce livre va sortir, ce serait bien d'essayer de garder le momentum que ça va créer et de sortir un autre livre rapidement derrière. Et je me suis dit donc, il faut que je trouve un sujet sur lequel je peux travailler rapidement et qui soit potentiellement plus commercial. Or, quand on parle de commercialité du cinéma de Hong Kong, on s'est résumé à une poignée de noms. C'est Bruce Lee, c'est Jackie Chan, c'est John Woo, c'est Wong Kar-wai, c'est Johnny To, et grâce au travail en grande partie de HK Magazine, Treyarch. Bruce Lee, Jackie Chan, John Woo, Wong Kar-wai, ils ont déjà eu des publications en France. Donc moi, ça me laissait plus comme possibilité que Johnny To ou Treyarch. Or, il se trouve que j'avais déjà accumulé, avant de me mettre à l'écriture du livre, certains interviews avec des collaborateurs de Treyarch qui étaient assez sympas, avec des informations intéressantes. Et je savais également que Treyarch était relativement accessible pour faire des interviews. Donc je me suis orienté vers Treyarch. Alors par contre, j'ai complètement échoué dans mon but, parce que mon but c'était de pouvoir faire ce livre sous un an et demi, et donc le sortir très rapidement après Police versus Syndicat du crime. Au final, il m'a pris finalement plus de 3 ans. Bon. Mais je pense que le résultat en vaut la peine. Et l'autre raison, hors de ce côté pratique, ce qui me motivait également dans le livre sur Treyarch, c'est que les productions de Treyarch ont souvent eu beaucoup de problèmes derrière l'écran, dans la production des films. Et moi, j'étais toujours très intrigué par un certain nombre de questionnements qu'il y avait autour, par exemple, de l'implication de King Wu sur Swordsman. Ou alors, comment s'était passée la séparation entre John Woo et Treyarch. Ou qui a fait quoi sur Histoire de fantômes chinois. On entend parfois tout et son contraire. Donc c'était des questions qui m'intéressaient, et je me suis dit ça va être l'occasion pour moi vraiment de me plonger là-dedans et d'essayer d'y répondre. Et donc voilà, c'était les principales motivations derrière, et je me suis rendu compte en travaillant sur le livre et en rencontrant donc tout un tas de collaborateurs et Treyarch lui-même, que en fait il représente vraiment bien l'évolution, c'est l'incarnation du cinéma de Hong Kong en fait, Treyarch. C'est quelqu'un qui est apparu avec la nouvelle vague, qui a réussi à moderniser le cinéma de Hong Kong, qui a contribué à l'âge d'or en grande partie du cinéma de Hong Kong, qui a connu cette période difficile à partir du milieu des années 90 et qui se réinvente en allant en Chine continentale. Donc c'est vraiment l'évolution du cinéma de Hong Kong qu'il représente à lui-même. J'ai souvent lu de Treyarch qu'il était un réalisateur qui symbolisait à lui tout seul le cinéma HK depuis la nouvelle vague. Pas seulement parce qu'il a plus de 40 ans de carrière, mais aussi parce qu'il avait un vrai poids sur l'ensemble des productions à une époque, qu'il régnait presque comme un parrain sur le cinéma hongkongais. Et même si tous ces films ne sont pas forcément tous très bons, il y a toujours des expérimentations visuelles extrêmement intéressantes. Ouais, c'était vraiment une locomotive créatrice en fait pour le cinéma de Hong Kong. C'est lui qui donnait le là sur bien des points, sur les modes à lancer, sur les orientations à faire. Il a vraiment été très très influent, et il a travaillé, plein de personnes avec qui il a travaillé, des scénaristes, des chorégraphes, après se sont retrouvés à faire d'autres films ailleurs et à contribuer à porter cette espèce d'élan qu'il avait initié. Après, c'est assez paradoxal parce qu'il a eu aussi il a eu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que ses films n'étaient pas forcément à chaque fois des succès commerciaux, loin de là en fait. Il a eu beaucoup de flops, hein. Il y a eu beaucoup de difficultés au niveau
de coûts supérieurs de production. Enfin, il y avait tout un tas de problèmes comme ça. Mais c'était emblématique d'une certaine période du cinéma de Hong Kong, et donc c'est intéressant, à mon avis, de s'y replonger. Après, je veux pas trop vous teaser par rapport au livre, parce qu'il il est encore, à mon avis, quelques mois de gestation du côté de l'éditeur avant de sortir. Mais alors, je veux pas sonner trop arrogant, mais je pense que ça va être la référence en ce qui concerne Choyark, pour une raison qui ne tient pas uniquement à moi, c'est qu'il y a déjà eu plusieurs publications qui ont été faites en anglais et en chinois sur Choyark, qui sont très très bien. Et moi, j'ai pu utiliser ce qui avait été fait dans ces livres pour pouvoir pousser plus loin certains de ces sujets. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu déjà ces travaux antérieurs, moi, j'aurais pas pu faire quelque chose d'aussi poussé. Donc j'espère avoir poussé au maximum le truc. Il y aura quelques points, à mon avis, qui restent encore à éclaircir, mais il y en a un certain nombre que je pense avoir à peu près cerné. Et pour terminer le teasing, parce que je dis que je fais pas de teasing, mais en fait je me retrouve à en faire. Au total, il y a un peu plus de... Alors, Police versus Syndicat du crime, il avait en gros une 40aine d'interviews au total. Là, pour le Choyark, j'ai dépassé les 100 en fait. Donc je pense que ça va être difficile de faire mieux que ça, ne serait-ce que parce que je pense pas qu'il y aura de personnes assez folles pour prendre autant de temps à essayer d'interviewer autant de personnes. Au niveau de l'organisation du livre, ça va être comme Police versus Syndicat du crime? Non, là pour le coup, ça va être totalement chronologique, comme une biographie, donc de sa naissance au Vietnam jusqu'à sa relocalisation en Chine, en prenant film par film, y compris les productions, en allant vraiment dans le détail. Alors, il y a certains films sur lesquels ça dure pas très longtemps. Par exemple, il me semble que ce Spy Game, il tient que 4 pages, mais il y a d'autres films, genre Zoo, Il était une fois en Chine, où j'y vais jusqu'à plus de 20 pages dessus, quoi. Avec donc à chaque fois les interviews, les citations des interviews qui sont liées au film, afin de donner, de reconstituer la production dans toute son entièreté. En fait, l'extrait qu'il y a sur Time and Tide dans le coffret Carlotta, ça correspond exactement à ce que j'ai fait pour chaque film. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que Choyark est un des rares réalisateurs de l'âge d'or du cinéma hongkongais, avec Johnny To peut-être, qui a une carrière encore potable, là où d'autres comme John Woo ont vu la qualité de leurs films décliner drastiquement depuis une vingtaine d'années. Ouais, c'est en général, hein, plus tu continues dans ta carrière, plus ça devient difficile. C'est vrai que comparativement aux autres, je pense que Choyark s'en sort plutôt bien. Il y a Hanoï qui s'en sort aussi plutôt bien, je trouve. Il y en a une poignée, mais c'est vrai qu'autrement, la plupart des autres, comme tu dis, se plantent. Après, moi, pour être très honnête, je suis quand même moins fan de ce que fait Choyark depuis qu'il est relocalisé en Chine. Il y a toujours des trucs intéressants, il y a toujours des trucs sympas, mais je trouve que ça manque un peu d'émotion dans ces derniers films. Disons que oui, c'est surtout ces expérimentations avec la 3D que je trouve vraiment très intéressantes. Ouais, de ce point de vue-là, effectivement, c'est intéressant. Ouais. Mais effectivement, il y a toujours des trucs intéressants dans les Choyark, donc ça mérite toujours d'être vu. Mais je trouve que si tu compares à ces grandes réussites à Hong Kong dans les années 80-90, c'est quand même un cran en dessous, quoi. Mais évidemment, le contexte est totalement différent, donc ça se comprend aussi. J'ai toujours eu l'impression que Choyark en avait rien à faire des scénarios de ses films, qu'il les néglige souvent pour se concentrer uniquement sur l'aspect visuel, quitte à faire des films relativement confus dans leur déroulement. Oui, moi je dirais oui et non. C'est-à-dire que, je pense que tu verras à travers le film, parce que j'ai interviewé pas mal de ces scénaristes. Les scénarios étaient quand même travaillés, hein. C'était pas fait autant à l'arrache qu'on peut avoir l'impression. Mais après, c'est sûr qu'une fois qu'il était sur le plateau, il avait tendance à un peu faire ce qu'il voulait. Et il pouvait se le permettre parce qu'à l'époque, les réalisateurs hongkongais, c'était un peu les rois, et ils avaient derrière des producteurs qui étaient prêts à allonger l'argent. C'est ça aussi. Alors que maintenant, on ne se rend pas compte à quel point certaines productions ont duré pendant des mois et je pense que ça serait totalement impossible à faire maintenant. Donc ils pouvaient se permettre ça grâce à ces circonstances. Il me semble que c'est ce que disait souvent en interview Jackie Chan.
Il n'aime pas faire de films aux États-Unis parce que, contrairement à Hong Kong, les producteurs ne lui laissent pas suffisamment de temps pour pouvoir perfectionner ses cascades. Tout à fait. Dans les années 80, tous les Jackie qu'on connaît et qui ont fait sa gloire, ben, ces tournages, ça prenait entre 6 mois et 1 an. C'est quelque chose qui, évidemment, est assez incroyable. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il pousse la perfection jusque dans des détails qui peuvent paraître futiles, mais qui font en réalité la force de ses films. Je pense par exemple à la scène de Police Story où il mange des nouilles au téléphone tout en jonglant avec des crayons, qui a demandé à elle seule plusieurs semaines de tournage, car elle voulait que ça tienne en une prise sans aucune coupe. Une scène d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, qui a été coupée de la version française. Le pauvre. Ah bon? Je crois, hein, il me semble que dans la version française, ils avaient coupé cette scène-là. Mais à vérifier, les gens confirmeront dans les commentaires, mais de mémoire, il me semble qu'ils avaient coupé. C'est vrai, j'ai le DVD Metropolitan, là, et cette scène est dedans, donc... Ça doit être la version... C'était la version vraiment VHS qui était sortie dans les années 80. Ils avaient coupé quelques séquences comiques, et il me semble que celle-là en avait été victime. Bon, à reconfirmer. Hein. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Arnaud. Ben, merci à toi. Je renvoie les auditeurs vers ta chaîne YouTube, La Maison du Cinéma Asiatique, et ton livre, Police vs Syndicat du Crime. Tous les liens sont en description. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, et je vous dis à plus tard dans un nouvel épisode de cette série d'entretiens avec des personnalités qui pensent le cinéma.